Chère Suzanne, la guerre va de mal en pis. Les bâtards ont de plus en plus d'armes, toujours meilleures. La première semaine, le calme monotone de la rivière nous a laissé croire que le Viet Cong était en fuite. La seule manière de l'amener à se battre, c'était d'aller le chercher, carrément chez lui. On s'est donc invité plus d'une fois. La nuit dernière, un peloton Viet Cong s'est emparé d'un avant-poste sur la rive et a pris en embuscade une patrouille fluviale. Ça a été une bataille terrible. Sue, je voulais garder ça pour moi et t'en parler plus tard quand je serai de retour, mais je n'y arrive pas. Cette guerre est la pire que les États-Unis aient jamais faite. Je me sens chaque jour plus proche de la vie et de la mort que la plupart des gens ne le sont à leur dernier souffle. Mes valeurs désormais s'organisent autour d'un seul axiome, vivre. Dick Stramberg, section 533, delta du Mekong. Depuis des siècles, le delta du Mekong est une ligne de vie que l'eau porte jusqu'au cœur du Vietnam. Mais à moins d'une heure de Saigon, il nous jette aussi dans l'arrière-cour du Viet Cong. En fait, le Viet Cong, Victor Charlie comme on l'appelle, V comme Victor et C comme Charlie, est en parfaite sécurité dans le delta, où il utilise les villages comme zone de repos pour ses troupes. L'opération Black Hawk a pour objectif de déloger les communistes de leur havre de paix. La mission est claire, Search and Destroy, chercher et détruire les camps ennemis, confisquer leurs armes et raser leurs défenses. Chaque jour semble durer une semaine. On est occupé à des opérations de guérilla. On fait des ramassages et des remboursements. Les ramassages, ce sont des interventions de secours. Les remboursements, ce sont les assauts. On essayait de créer la surprise. On faisait... Les assauts, c'est de la guérilla de base. On nous amène dans une zone pour y faire notre boulot. Tu vois, par exemple, détruire une source de ravitaillement, des moyens de transport ou des effectifs. Ces opérations sont rapides, très bien préparées et coordonnées avec les forces spéciales américaines et sud-vietnamiennes et les Navy Seals, les commandos de marine. En amont d'une opération Black Hawk, il y a la phase de renseignement qui est assurée de deux manières. Il y a les Kit Carson, des déserteurs du Viet Cong qui en ont assez de moisir dans les marécages infestés de sangsues du delta et servent d'éclaireurs aux équipes des forces spéciales. Et il y a les Stay Behind, des équipes de surveillance qui, telles des aigles perchés sur leurs rochers, passent leur temps à scruter une zone ennemie spécifique. Et quand ils ont repéré leur proie, ils demandent par radio une attaque aéroportée. L'une des plus belles opérations Black Hawk, c'est celle qui est menée au début de décembre 1966. Deux pelotons de forces spéciales sud-vietnamiennes, encadrés par des conseillers bérets verts, tombent sur un bataillon de Viet. D'abord surpris par cette attaque sauvage des forces spéciales, les Viet se ressaisissent rapidement et contre-attaquent durement. On était en enfer direct, tout valsé, les gars tombés. Quand on s'est replié, on avait tellement de pertes. Le peloton devant nous avait été littéralement avalé, détruit, malgré une défense acharnée. Vous savez, quand on dérange un nid de serpent avec un bâton, ça fait très mal. On était tombés en plein milieu de leur secteur. Il y avait tout ce qu'il fallait pour nous accueillir.
Les forces spéciales organisent un contre-feu pendant que leur radio demande un soutien aérien, des rapides F-104 et des hélicos en état d'alerte. Dieu merci, le soutien était au bout du fil. On a eu l'artillerie, puis les zincs. J'ai rampé pour vérifier que les Viets n'avaient pas posé de mines pour faire exploser les hélicos. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Les Viets n'arrêtent pas de balancer des grenades et de tout balayer avec leurs AK-47. La situation était intenable. On était épaule contre épaule. On essayait de s'arracher à eux comme on pouvait. Et puis j'ai entendu nos mitrailleuses sur nos hélicos. J'ai cru qu'ils n'arriveraient jamais à passer, que les Viets les exploseraient en l'air. Au plus fort du combat, les Viets tentent un assaut désespéré qui a bien failli briser la ligne fragile des forces spéciales. Au bout d'une heure ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. J'ai vu mon pote Clark allongé sur le dos, touché en pleine poitrine par 2 balles d'AK-47. J'ai crié une première fois, mais personne ne pouvait m'entendre avec tout ce vacarme. J'ai hurlé à nouveau. Mais rien. J'ai regardé mon pote, je lui ai dit « Tu vas pas mourir comme ça, hein ?» Putain, si tu vas mourir, fais-le bien, quoi. Fais-le avec un peu de classe. Pas comme les autres cons. J'ai hurlé une 3e fois quand il y a eu une accalmie, à croire que tout le monde rechargeait ses armes en même temps. Je leur ai dit qu'il y avait un trou dans le périmètre. Le lieutenant a indiqué à 3 hommes de m'aider, moi et le sergent Rock de l'autre côté. Au moment où il me montrait à ces gars, une grenade m'est tombée dessus. Bon, la grenade m'a explosé à la gueule, mais on s'est retrouvés, je sais pas comment. Le gars de l'autre côté et moi enchevêtrés sur mon pote et Cunningham, un autre gars, à ne pas pouvoir bouger, ni dégager du champ, ni tirer. Un vrai merdier. Tout pétait partout. Le lieutenant n'en revenait pas. Personne n'a jamais su comment j'avais fait. On aurait dû être tous morts. Tout le monde rampait comme des serpents, on ne pouvait même pas relever la tête. Sinon, on prenait un trou. Je sais pas. Je devais être en état de choc. Je me suis levé, j'ai tendu le bras. J'avais les yeux fixés sur le sang qui pissait de partout. Et le toubib qui me hurlait dessus de me coucher, qu'il puisse me mettre un pansement pour stopper l'hémorragie. Finalement, après 5 heures de combat non-stop, le bataillon communiste se replie et disparaît dans la jungle, laissant derrière lui 75 morts et le plus gros de son armement lourd. Les guerriers des forces spéciales avaient ainsi intercepté une force ennemie qui se préparait à attaquer un village ami non loin de là. Leur action n'avait pas seulement sauvé le village, mais avait aussi mis l'ennemi hors de combat pour quelques mois. Mais alors que les opérations Black Hawk commencent vraiment à faire lâcher prise aux communistes dans le delta, la bataille s'amplifie sur les hauts plateaux. Et l'Amérique va y jeter toutes ses forces. Oudum est une ville située au nord de la Thaïlande, à quelques kilomètres seulement de la frontière laotienne. C'est aussi, pendant la majeure partie de la guerre, une base aérienne de RF-101. Ces RF-101 n'appartiennent pas à une unité comme les autres. Ils effectuent, sans armes et seuls, des vols de reconnaissance tactique en territoire ennemi sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Les pilotes qui assurent ces vols sont les yeux de l'armée américaine au Vietnam. Si la plupart des Américains ne connaissent même pas l'existence de cette mission, l'ennemi, lui, en est parfaitement au courant et sait combien elle peut affecter ses plans d'action au sud de la région. Voilà pourquoi les bases de SAM s'entraînent durement et ne vivent quasiment que pour cet objectif, abattre un RF-101. Il faut bien se rendre compte qu'au Vietnam, il y a en parallèle 2 types de guerres distincts l'un de l'autre. Au sud de la zone démilitarisée, l'action se passe au sol, avec une armée d'infanterie et une aviation de soutien.
Au nord de cette zone, il n'y a pas d'action de terrain. La guerre est une guerre de l'air où il s'agit d'empêcher tout acheminement de renforts, munitions et intendances destinées au Viet Cong. Au fur et à mesure que le conflit s'envenime, les pilotes de reconnaissance vont être en mission quasiment 24 heures sur 24. Leur travail consiste à repérer les positions des cibles des bombardements à venir et à évaluer les dégâts causés par les bombardements précédents. Pour ces pilotes de reconnaissance, la photo n'est que la moitié de ce travail. Car 1 heure à peine après leur retour à la base, les clichés sont développés en urgence sur des machines automatiques. Ils sont ensuite analysés, légendés et distribués vers les divers organes de commandement. Les premiers à regarder les positifs sont tout de même les pilotes photographes. Regarde ce pont de chemin de fer. Tout y est, c'est net, c'est bien. Les accès du pont ont été réparés. Il est clair qu'il est prêt à reprendre du service. Assure-toi que son cliché est bien dans la première navette qui part pour le haut commandement. Oui, sir, ça part à 14h20. Quand est-ce qu'a été bombardé ce pont? Il y a 3 semaines environ. Je porte immédiatement cette information générale. L'ennemi peut reprendre ses expéditions de matériel par ce pont. Une fois que le ministère de la Défense et les commandants d'unités ont analysé les photos, les ordres partent vers des escadrilles adéquates. Les F-105 décollent d'une base installée en Thaïlande. Objectif, le dit pont. Souvent, la fumée et la brume empêchent les pilotes d'évaluer les dégâts causés. Ils se hâtent de rentrer à la base en évitant missiles et tirs de DCA. Cette évaluation sera faite par les missions suivantes. Les pilotes de reconnaissance, à la différence des bombardiers, savent bien que l'ennemi les attend. Et cette fois, l'ennemi sera prêt. Le plan de vol établi, un dernier briefing, et ils décollaient. Quand ils arrivent sur leur cible, ils regardent si le bombardement a été réussi. En l'occurrence, une arche du pont est démolie et la voie ferrée endommagée. Mais l'ennemi ne perd pas une minute. Il répare le pont. Il va falloir rebombarder. Au Vietnam, l'ennemi est tellement conscient de la puissance aérienne américaine qu'il n'effectue pratiquement aucun mouvement d'hommes et d'équipement durant la journée. À la tombée de la nuit, le travail est terminé pour l'équipe de jour. Les équipages se relaient donc de jour comme de nuit. Ils doivent ruser avec les pilotes de MiG, les batteries de DCA et les missiles SAM. Et enfin, il y a les dangers du survol en territoire ennemi dans l'obscurité totale. C'est ma 23e mission de nuit, sur un total de 45. La différence la nuit, c'est qu'il faut bien repérer les montagnes. On vole très bas. Il faut voler à très basse altitude autour des rochers, très près de la cime des arbres. Heureusement qu'on est équipé d'altimètres maintenant.
Autrement, on n'y arriverait pas. Parfois, ça fait drôle de savoir qu'on est tout seul au-dessus du Nord-Vietnam. Et on se demande vraiment ce qu'on fout là. Parmi les équipements de reconnaissance, il y a le flash photo, qui permet de suivre les mouvements de nuit sur les routes et dans les ports. Quand les avions approchent la zone cible, les pilotes éteignent leur feu de signalisation et à ce moment-là, les magasins de pellicules photo sont éjectés et une cellule enclenche un mécanisme. Voici le résultat d'une nuit de travail des troupes avançant le long d'un chemin de campagne sont découverts et ciblés, ce qui leur promet souvent une belle surprise le lendemain matin. Du coup, les Nord-Vietnamiens qui se sont cachés de jour ne parviennent plus à échapper au regard de nuit. Doctor, that aft station has a high priority film in it. Forward station has a low altitude fan. So get them downloaded into the processor. Anything wrong with the back seat? No, sir. Upload it and turn it around. Okay, sir, thank you. On revient d'une mission de Pleiku en soutien aux opérations au sol. Le temps était plutôt mauvais, le plafond bas, on n'a pas essuyé de feu. Je vous en dirai plus dans un moment. Salut, Jiménez. Bon vol, sir? Ah, pas mal, avec un peu de pluie. Comme je vous disais, ces missions photographiques sont de très haute priorité pour les troupes au sol. On photographie de jour avec nos RF-101 Vodou et avec les nouveaux RF Phantom 2, aussi bien de jour que de nuit. Ces Phantom 2 font un boulot extraordinaire. Je suppose qu'on arrive à photographier une superficie finalement assez importante. Chaque mois, on mitraille toute la zone du sud. Attention, ce ne sont pas des pilotes de chasse. Quand je dis on mitraille, je parle photo, bien sûr. On envoie tout ça au laboratoire photo. Quand tout ça est développé, on l'envoie au commandement et ils décident des opérations en conséquence. Dagger 30, am presently following your route from Charlie Papa 32 at the road junction on the Mosaic. Observe you're in the clearing in the danger area. Have you any contact yet? Over. Negative. I've checked my Mosaic and I'm approximately 200 meters from the location. I have made contact. Damage 9 or 5, understand. Have a fact in the area. We'll contact you on command push. Am requesting an immediate 500 high drags, nape and 20 mic mics. Over. Ryder, I'm coming back. Sidewinder 2-1, Dagger 30, over. This is Sidewinder 2-1, over. Dagger 30, BC Base Camp, coordinates, X-Ray Tango, 886248. Request immediate airstrike. Unit on the ground will contact you. Command push. Over. Roger. Sidewinder 2-1, copy. We'll request an immediate. Here they come! En plus d'informer sur les nouvelles cibles et les dégâts causés par les bombes,
Les découvertes faites grâce aux photos permettent aussi d'actualiser les cartes et les changements de position des défenses ennemies. Quel paradoxe tout ce processus. Tous ces hommes qui gardaient les appareils en état de marche, les réparateurs de caméras travaillant 24 heures sur 24 pour réparer et vérifier les mécanismes délicats, ceux qui savaient à quel point les pilotes dépendaient du bon fonctionnement des appareils, et ces millions de dollars dépensés en avions et en matériel. Tout ça au service d'un seul objectif: exploiter toutes les informations imprimées sur des petits bouts de pellicule qui ne coûtent rien. Après le développement, les photos allaient directement aux analystes. Il y a aussi des experts qui sont là pour lire entre les lignes et fureter pour trouver la moindre information cachée ou interpréter la moindre nuance visuelle. Ce sont des espèces de détectives qui scannent les photos à la recherche de révélations et de scoops sur l'ennemi. Or, il se pourrait qu'une seule photo puisse changer le cours d'une bataille, et pourquoi pas l'issue de la guerre. En tout cas, ceux qui risquent le plus pour permettre ces résultats, ce sont bien les pilotes. Ils sont à la fois chasseurs et gibiers, et ils jouent leur vie à coups de courage, d'intelligence et de dextérité. Car pour eux, la seule chose qui les sépare d'un missile, c'est une bonne dose de chance. Quand on connaît le taux de perte qu'ils subissent, on ne s'attend pas à les entendre parler avec autant de détachement. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai réussi à pivoter sur les côtés, juste assez pour voir sous moi les sillages de fumée des deux missiles. En me retournant, j'ai vu les deux missiles frôler la queue de mon zinc. Je regarde entre les deux avions, je vois 2 missiles de plus. On était pris dans une attaque de 6 missiles, qui heureusement sont passés tout à côté. Une autre fois, j'ai pris un SAM de plein fouet à 10 000 mètres d'altitude. J'étais à 10 000 pieds. Je me suis éjecté juste avant que l'appareil n'explose. Le truc que je me suis dit, c'est que l'ennemi allait probablement me tuer avant que j'arrive à terre. Ah non. Je me suis planqué sous un rocher tout en écoutant s'il n'y avait pas de bruit de moteur, car je savais que les pilotes de ces beaux Jolly, tout verts, couleur sable, dont le métier est de sauver les vies de nos gars, remueraient ciel et terre pour me sortir de là. Très vite, j'ai entendu les turbines du A1 qui m'annonçaient que les Jollies arrivaient juste derrière. Peu de temps après cet épisode, le même pilote est abattu et sauvé une nouvelle fois. Et quand l'an 2, atteignant le chiffre magique de 100 missions au-dessus du Nord-Vietnam, tous les équipages célébraient l'événement, dans leur style bien à eux. Retour sur le tableau des opérations. Dès que les chasseurs bombardiers ont été briefés sur le complexe sidérurgique de Tay Nguyen, situé à 75 km au nord de Hanoï, ils se sont mis à pilonner leur cible. Les avions de reconnaissance, eux, essaient de rentrer vers leur base. Un exercice pas facile quand on s'est jeté sans armes dans la gueule du loup. En survolant la rivière Rouge, en direction de la cible,
à hauteur de Tai Nguyen. En effet, ils ont réveillé la DCA. Les pilotes sont sur l'objectif. Ils prennent leurs photos. C'est le moment de vérité. Ça veut dire essuyer un feu d'enfer. Le pilote de reconnaissance, totalement désarmé, ne peut compter que sur sa vitesse et sa dextérité pour espérer passer à travers ce rideau de feu. Souvent 2 longues heures à éviter les missiles, les MiG et la DCA avant de pouvoir enfin se poser à la base. C'était comment aujourd'hui, sir? Oh, je dirais pas trop mal, finalement. On s'est pris un peu de 85 au-dessus de l'objectif. Regardez donc s'il y a des dégâts sur la carlingue. Excusez-moi, sir. On vient juste de recevoir le rapport de la mission sur la Syrie. Ils ont dégusté. Elle est complètement détruite. Et la voie ferrée? Ah, tout est en ruine, sir. Ils sont hors service pour un bon moment, donc. Oui, sir. On n'a pas une autre opération sur cette même cible prévue demain matin? Oui, sir. Les photos prises confirmeront la destruction du site et l'inutilité d'une deuxième mission de bombardement. Le combat devient routine, chaque jour semblable à la veille comme au lendemain. À voler seul, sans armes, sans peur, au-dessus du Nord-Vietnam. Le 29 juillet 1965, la première brigade de la 101e division aéroportée quitte son quartier général de Fort Campbell, Kentucky, pour le Vietnam. La plupart des unités qui sont envoyées au Vietnam, comme ces Screaming Eagles, les aigles hurlants, ont gagné leur galon en Europe. À ceci près que la tactique adaptée à la jungle et aux rizières n'a pas grand-chose à voir avec les combats de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée américaine a divisé le Vietnam en 4 régions, en 4 corps. Le premier corps se situe juste en dessous de la zone démilitarisée qui sépare le nord du Sud-Vietnam. C'est sans doute la région qui connaît les pires problèmes de toute la guerre. Chaque division, chaque unité de combat de l'armée US, chaque Marines et chaque marin était affecté à une aire d'opération. Mais il y avait une liberté générale de mouvement. Au sud, on était relativement cool. Les hommes portaient des pyjamas noirs, des casques coloniaux et des fusils rouillés de l'époque française. Au nord, les troupes avaient de l'artillerie. Elles étaient mobiles, disciplinées, portaient l'uniforme. Elles étaient là pour se battre et tenir. Elles avaient une base logistique. Et il fallait aller les chercher. La stratégie du commandement américain étant de poursuivre et de provoquer l'ennemi partout où il se trouve, il n'y a pas de front clairement défini. En région 1, les forces armées américaines ont affaire à tellement d'ennemis qu'elles ne savent plus où donner de la tête. Le commandement décide donc de mettre sur pied le groupe Oregon. Les hommes de la 101e trouvent l'ennemi plutôt bien planqué et tenace. Et les faire sortir de leur trou s'avère être un boulot à plein temps qui va accaparer la 101e de début mai à septembre 1967. La nuit, on ne se battait pas vraiment. Eux, si. Nous, on se planquait. On s'organisait défensivement, on postait des sentinelles, on craquait quelques fusées, on se faisait au mieux, mais... Mais pas d'attaque. Nos gars n'étaient pas entraînés aux assauts de nuit. Mais eux, ils n'arrêtaient pas. Ils nous infiltraient, ils rôdaient à notre barbe, sans qu'on les voie ou qu'on les sente. Pour un peu, ils nous auraient piqué notre croûte. Nos gars étaient incroyables. Avec le peu d'entraînement qu'ils avaient, on en était encore à l'époque du service militaire.
rappelons-nous. Ils faisaient comme ils pouvaient, mais enfin en tout cas, il y a un truc qu'ils avaient du mal à piger. Ils avaient beau tirer toute la nuit des millions de balles, il n'y avait jamais de cadavre le matin. Les Viettes emmenaient tout, leurs blessés et leurs morts. Et nous, on n'avait rien vu. Pour le moral, c'était terrible. On tirait tout ce qu'on pouvait. Ça en a troublé plus d'un, comme ce jeune deuxième classe qui se demandait s'il ne tirait pas après des fantômes. La nature même de la 101e va changer profondément au Vietnam. Fini les montées à l'assaut. On se fait désormais larguer par hélicoptère sur des zones d'atterrissage. Or, la 101e va se couler parfaitement dans le moule de la doctrine de la mobilité par les airs, inventée au et pour le Vietnam. La mission de la 101e était toujours d'aller trouver et éliminer l'ennemi. Mais quand ils ont changé la 101e cavalerie aéroportée, avec ce changement de technique, la 101e passe de l'âge de la marche à pied au rythme de 5 km à l'heure à l'ère de l'hélicoptère fonçant à 150 km/h. Côté artillerie, elle passe du 105 traditionnel au 155 beaucoup plus léger. Désormais, on ne pilonne plus de loin. On débarque sur place à 8 h du mat', balance ses 1000 salves et on se fait extraire. Tout ça avant le déjeuner. Le commandement américain est tellement convaincu de la parfaite adéquation des Screaming Eagles à ce nouveau mode de combat qu'il fait venir en août 67 les 2e et 3e brigades de la division. Le reste de la 101e rejoint la 1re brigade au Vietnam en décembre 1967. Les Bleus s'installent dans leur nouvelle vie de campement, assez typique dans la 101e, le camp Eagle. À la 101e, on avait une messe et 3 repas par jour. On avait la douche, un peu déconcertante, parce qu'elle se trouvait juste à côté des servantes vietnamiennes qui lavaient le linge. C'était là en train de prendre une douche, tout à côté, de quoi nous faire perdre le peu de monastique qui nous restait. On avait un toit, des lits superposés et des compartiments pour mettre nos affaires. Il faut dire qu'on avait un adjudant très doué qui avait monté un petit bar avec des caisses de roquettes. Sur les cuissons de la 101e, il avait remplacé l'aigle par une Playmate. Et on pouvait acheter du gin pour $2,75 le litre. Moi, ma famille m'envoyait même les olives pour les cocktails des Happy Hours. Quand on montait au camp Aigle au nord, on faisait des rotations sur des positions avancées. Moi, j'étais dans le génie, alors j'allais quelquefois sur une opération de dynamitage. On nous amenait sur le site en hélico, on faisait sauter le complexe et on repartait. Mais souvent, on marchait juste avec l'infanterie et après le canardage habituel, on apportait le matos et on faisait sauter le truc. On aurait dû être payé 2 fois. Après avoir bouclé en un mois leur entraînement spécifique, les Eagles s'embarquent pour leur première mission de combat. On a passé les 10 premiers mois autour de Saigon et au nord de la frontière. Notre aire d'opération, c'était que de la jungle et des rizières. Et il y avait aussi ce grand plateau à découvert avec une belle montagne juste au milieu. Et pendant qu'on travaillait là-bas, on a entendu des tirs de partout. Il y avait une grosse bagarre plus haut.
Le terrain, c'était que des nids d'abeilles, des tunnels et des grottes. Les Viets, ils étaient sur leur montagne et nous, on devait grimper, les traquer et les éliminer. Je me souviens que la nuit, il n'y avait pas de mouvement de bateau dans ce petit port. Il n'y avait que des jonques avec leurs petites lanternes et leurs cloches qui tintaient, et aussi des canards juste au bord. Une vraie carte postale. Dans certains coins, c'était si beau le Vietnam. En décembre 1967, 23 ans après la bataille de Bastogne, la nouvelle génération des Screaming Eagles célèbre Noël dans la tradition de leur père. The newest generation of Screaming Eagles had their Christmas in Southeast Asia, and a tradition familiar to their fathers.